Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse avec Léa Jézéquel. Bonjour Léa, bonjour. Vendeuse produits de bourse, Société Générale. Je vais vous présenter nos invités assis autour de cette table. Alors pour commencer, Nicolas Schneller, Trading Institute. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Dorian Abadi, Mierto Placement, merci d'être avec nous Dorian. Bonjour, merci. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance. Merci d'être avec nous Jean-Louis. Bonjour et merci. Alors au menu de cette semaine, pour l'émission, nous avons le Bund allemand, le taux, le pétrole, le CAC 40, Schneider Electric, Super Micro Computer et AMD. C'est parti avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine avec tout de suite pour commencer Dorian Abadi, Mierto Placement, qui va nous parler du Bund, les taux allemands, oui. L'équivalent de l'OAT en France. Exactement. Qu'est-ce qui se passe sur le Bund? Plus largement, l'Allemagne a dégainé le bazooka budgétaire ces derniers jours. Combien le montant de dépenses supplémentaires? Hier, on a validé au Parlement allemand une première enveloppe de 500 milliards dédiée aux infrastructures. Et l'autre grand objectif, évidemment, c'est de moderniser la défense allemande avec en toile de fond le désengagement américain du terrain européen et puis bien sûr la menace russe, le bras de fer qui se joue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Russie. Donc si l'Allemagne atteint son objectif d'investir 3 à 3,5% de son PIB sur la défense et l'armement, on parle de 1500 milliards d'euros à horizon de 10 ans. Cette première enveloppe sur les infrastructures, donc c'est 500 milliards sur 12 ans. Et voilà, donc en parallèle, on aurait ces 1500 milliards. Et ce qui est très important, c'est que la coalition politique a réussi à se mettre d'accord, à trouver un consensus en quelques jours seulement, à l'issue des élections qui ont eu lieu donc fin février, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on compare avec la situation politique française. Ouais. Et le métier, c'est-à-dire qu'ils ont l'expérience, oui. Les accords entre partis, absolument. Etc., les accords programmatiques, pardon. Exactement. Alors, c'est vrai que le marché a tendance toujours à acheter plus l'annonce que la nouvelle. Donc, il y avait déjà ce plan qui a été annoncé il y a quelques jours. Et à cette occasion-là, il y a seulement une semaine, on a eu la plus forte hausse du Bund depuis la réunification du pays en 1990. Donc là, on est sur les taux, on est sur le nominal. On est sur le Bund 10 ans, ouais, donc l'obligation de référence allemande à 10 ans qui est revenue sur son plus haut niveau en 2013. De l'obligation. Absolument. Les taux se tendent parce qu'on estime qu'avec 1500 milliards à emprunter, voilà, il faut emprunter. Des petites difficultés pour rembourser après. Notamment, mais c'est pas la seule raison, c'est que quand on émet de nouvelles obligations, c'est pas intuitif, mais ça fait baisser le prix des obligations et donc monter le rendement. Il y a c'est vrai que c'est pas du tout intuitif, mais le prix évolue en sens inverse par rapport au rendement. C'est-à-dire que l'afflux de papier a tendance à faire baisser le prix de l'obligation et donc monter. Exactement. Et par-dessus, donc on a des perspectives de croissance et d'inflation aussi à moyen terme qui progressent. Par corrélation, on a également le rendement à 10 ans, l'OAT français dont vous parliez, qui a également fortement progressé. Et puis... Alors le spread entre les deux, il fait quoi? Parce qu'on parlait d'une augmentation de la différence entre les deux taux, puisque le taux français est au-dessus, et donc avait tendance à augmenter plus vite que le taux allemand. On en est où? Ça peut aller dans le sens où le seuil critique, c'est 80 points de base. En général, c'est ce seuil-là qui inquiète les investisseurs. Côté action, le DAX donc, atteint un nouveau record historique. On est à plus 17% depuis le début de l'année. Mais contrairement aux actions françaises qui, elles, avaient fait moins 2 sur le CAC en 2024, on était déjà à plus 19 sur le DAX en 2024, plus 20% en 2023. Donc on continue d'avoir vraiment une hausse assez impressionnante. Et ici soutenue surtout par la capacité de l'Allemagne à pivoter, c'est-à-dire à investir massivement dans son modèle. Parce que pour donner un ordre de grandeur, la dette publique allemande, aujourd'hui, c'est seulement 62-63% du PIB. C'est de la marge par rapport à la France. D'autres pays européens, notamment la France, qui est au-dessus de 100%, évidemment. 115, donc en termes d'ordre de grandeur, on a une dette publique 2 fois supérieure rapportée au PIB. 60, 115, oui. À la louche, oui. Impressionnant. Merci beaucoup Dorian. On va passer maintenant à Nicolas. Nicolas Schneller, vous allez nous parler du pétrole. Et oui, vaste sujet, on en a déjà parlé l'année dernière. Le pétrole, il y a plusieurs sujets à voir. Le premier, à chaque fois qu'on a un pétrole qui arrive dans ces eaux-là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on rebondit et on a toujours des opportunités. Donc c'est des choses qu'on a régulièrement pratiquées. Vous parlez de la zone 65, c'est ça? Voilà, on voit sur le graphique, qui agit comme un support depuis combien de temps? Depuis 2024, début? Voilà, début 2024, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, donc pour nous, c'est un prix qu'on attendait depuis décembre, puisque la dernière fois qu'on a eu ça, c'était décembre 2024, et on arrive en mars, on retrouve ce prix-là. Donc pour nous, c'est une opportunité, mais pour une fois, c'est une opportunité avec un bémol,
parce que le premier importateur de pétrole, c'est la Chine, et que la Chine, la consommation intérieure a du mal, donc on a un premier bémol. Le second, ce sont que les États-Unis ont décidé d'être, puisqu'ils sont déjà exportateurs de pétrole, ils sont passés d'importateurs-exportateurs avec le gaz de schiste notamment, souhaitent forcer les partenaires commerciaux des États-Unis à acheter le pétrole. Donc ils se sont tournés vers les Européens en demandant à ce que les Européens achètent aussi le pétrole. Et donc c'est un acteur majeur qui arrive en plus sur le marché, avec M. Trump qui a décidé et qui a dit qu'il allait annoncer dans pas longtemps des embargos supplémentaires sur l'Iran, puisque l'Iran arrive à vendre du pétrole d'une façon un peu déroutée, en changeant le nom des pétroliers, des choses comme ça. On avait vu quelque chose d'assez sympathique, un dossier en fait qu'on avait travaillé, mais effectivement, voilà, on a de plus en plus d'exportateurs de pétrole qui sont de plus en plus importants. La guerre Ukraine-Russie, si elle se termine, va apporter des levées de sanctions des Russes. Donc on aura encore cet exportateur de pétrole qui va venir jouer là-dedans. Malgré tout, on a l'Inde qui se développe énormément, et puis la Chine qui a toujours besoin de pétrole. Donc on a ce petit bémol, mais nous, au niveau technique, dans tous les cas, on trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'arriver sur des prix, puisque dans le marché, il y a des prix qui reviennent et puis qui repartent régulièrement. Et là, pour nous, ce niveau est plutôt intéressant. Alors, quel est le principal contributeur d'abord de la hausse entre décembre et janvier, puis après de la baisse entre janvier et maintenant? Qu'est-ce qu'on a eu comme éléments qui ont justifié finalement cet aller-retour assez rapide, hein, le premier qui justifie ça souvent, c'est le climat, c'est l'hiver. Parce qu'effectivement, en hiver, on a besoin de pétrole pour chauffer, pour conduire, etc. On a un besoin de consommation. Et puis, on a eu une baisse de la consommation intérieure de la Chine, qui a fortement pesé sur la baisse du pétrole. Depuis maintenant 2 mois. Voilà, depuis maintenant 2 mois. Donc il y a beaucoup de mise en place aujourd'hui en Chine de plans de relance pour aider la consommation intérieure. Et on va voir un petit peu comment ça se passe là. Mais pour nous, voilà, c'est un sous-jacent qui est vraiment entre 2 bornes et qui aujourd'hui arrive sur quelque chose d'intéressant. Très bien, merci beaucoup. Jean-Louis, vous allez nous parler du CAC 40 ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Écoutez, on est resté dans le scénario numéro 1, c'est-à-dire qu'on a tenu les 7910, c'était mon niveau important. Quand j'ai été interrogé en temps réel à ce moment-là, j'ai bien précisé que c'était le niveau important sur lequel normalement il y avait toutes les chances que le marché rebondisse. Donc c'est ce qui s'est passé. Depuis, on est allé donc au-delà. Hein, parce que le graphique s'arrête avant-hier soir. Et donc on garde, si vous voulez, un signal d'achat qui est là depuis longtemps maintenant. Et donc ce signal n'est pas infirmé. Donc pour l'instant, les retracements sont des occasions d'achat. L'idée que j'avais soulevée, c'était précédemment, c'était bon, on avait une hausse constante. Là, vous voyez, on fait un flat depuis maintenant quelques semaines. Donc l'idée, ça serait d'aller chercher maintenant un niveau de retournement. Alors là, j'ai mis 7785, on le voit très clairement, et une alerte court terme, 7910 cassé, pour au moins une neutralisation de ce fameux signal d'achat. Alors avant, oui, pardon, là depuis longtemps. Donc, avant d'aller chercher ce signal de baissier à 7785, où est-ce que le CAC peut s'arrêter dans son mouvement qu'il a initié il y a quelques jours à la hausse pour l'instant? On est à 8073, c'est ça sur le graphique? Alors aujourd'hui, on doit être dans ces eaux-là aussi. Ah là, on a fait 8160 là. L'idée, si vous voulez, c'est pas où on va. D'abord, c'est pas où on va forcément, c'est par où on passe. Et on est passé par un stress qui a fait que certains ont peut-être un peu paniqué, ont vendu. Voilà. Mais quand on est arrivé sur 7910, et c'est ce qui se passe aussi actuellement, parce qu'on est remonté au plus haut avec une volatilité implicite, on est à 16 de vol implicite. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup en soi, mais c'est plus que ce qu'on avait eu. Ah non, c'est beaucoup. Pour un marché au plus haut, 16 de vol implicite, c'est beaucoup. Par exemple, si vous comparez avec la situation de novembre-décembre 2019, à l'époque, j'avais dit, barrez-vous, il y a un problème technique, un problème de construction, une fragilité, une complaisance des opérateurs. Nous étions, à ce moment-là, à 10 de volatilité implicite. À 10. Et on flirtait avec le 9,5 parce que les gens ne savaient plus trop quoi faire. Et je disais, bon, moi, je vais vendre des puts, je vais vendre des... Et en se disant, bon, de toute façon, ça vaut 6 000 et quelques, si j'achète à 5 008, c'est pas grave, ça m'intéresse. Et ils vendaient donc des puts 5 008. Le problème, c'est quand on a commencé à baisser, on a baissé pour des raisons
au départ, qui n'étaient pas forcément inquiétantes, mais qui sont assez rapidement devenues. Et ils ne voulaient plus acheter. Et c'est ce qui a entraîné cet effet domino, en fait. Là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas du tout le cas depuis un longtemps maintenant. On a toujours progressé avec de la méfiance. Donc, et on a des opérateurs couverts. Les gérants, d'abord, ils sont hyper sélectifs. Dorian, qui gère, enfin, qui regarde beaucoup les gestions, je pense, oui. Voit qu'il y a une hyper sélectivité. Ils achètent que les grosses valeurs, les de qualité. On voit même au sein du CAC 40 des divergences extrêmement importantes, des valeurs qui sont plus hautes, des valeurs qui sont très basses. C'est une construction solide, en tout cas en comparaison avec la situation. Et donc on a une construction solide, et avec des acteurs de la gestion qui sont plutôt couverts. Donc les marchés, pour les casser, pour vraiment déclencher quelque chose, il en faut. Et en tout cas, ce retracement est resté, je dirais, normal, tout à fait un écart type classique dans une période comme ça de quelques semaines, hein, parce qu'il a mis du temps quand même à aller chercher le 7910. Je commençais à me dire, ouah, il va pas du tout. Est-ce qu'il y a une résistance à la hausse? C'était ma question. Après, 1200, c'est fort comme 1200, oui, on peut considérer que déjà, quel pourrait être le catalyseur d'une poursuite du mouvement? Des accords de paix Bah là, au Moyen-Orient, c'est plutôt, plutôt reparti du mauvais côté. On attend toujours, encore, on ne sait pas ce que Trump veut faire pour, au sujet des taxes douanières. Est-ce qu'il va encore rajouter? Est-ce qu'on va quand même avoir une négociation d'ici quelques semaines? Enfin, la situation est quand même pas très claire. On a, pour les acteurs de la gestion, un manque de visibilité quand même, hein, assez important. Bon, il y a le plan de relance, ce fameux bazooka dont tu parlais tout à l'heure. Ok, mais regardez... C'est ce qui a été moteur de la hausse sur les derniers jours. Voilà, ça a été anticipé, ça a été voté, et le marché, bon, il s'arrête un petit peu. Bon, ce matin, il a quand même poussé. Ok. Non, vraiment, difficile de voir en dehors du secteur de la défense, de tout ce qui va être autour de ça, mais... On a l'impression que vous êtes plus observateur qu'acteur en ce moment précis, en fait, en regardant les niveaux il ne faut pas rater le coche. Baissiers qui sont à 7910 et 7785. Votre attention est plutôt sur la baisse qu'une poursuite de la hausse. En fait... J'ai tort. Enfin, sur ce que votre sentiment maintenant. Vous savez, quand vous êtes... acteur dans la gestion ou dans le trading, enfin bon, de la manière dont vous le souhaitez, que ce soit du court, moyen, long terme. L'idée, c'est surtout, vous possédez un actif, c'est de se dire à un moment donné, je laisse porter tant que le graphique ne me dit pas qu'il faut vendre, et quand il faut vendre parce qu'il y a un retournement de situation, à ce moment-là, on va agir, on va se protéger, on va acheter un turbo put, mais le but, c'est quand même... on n'est pas toujours dans l'action. On n'est pas, par exemple, dans une période de grande manœuvre. C'est évident. Au niveau de la gestion, il va y avoir, encore une fois, des arbitrages qui vont être pratiqués, des choses comme ça. Mais peut-être que, globalement, ce qui va rester investi va rester identique. C'est du conservé, quoi, entre guillemets. Oui, c'est plutôt du conservé. Bon, si on va à 8002, après, chacun... travaille comme il le souhaite. On peut très bien alléger en fonction de ce qu'on a gardé plus ou moins, etc. Mais évidemment, la zone haute est une zone de résistance. Ouais. Traditionnellement, tout le monde peut le constater. Après, on ne sait jamais, hein, le marché peut poursuivre parce que justement, il a cette base assez solide. L'effet domino n'est pas possible. Et ça, c'est quand même très très important. Okay. Et les marchés sont vraiment... les gérants sont vraiment protégés, les actifs financiers, globalement, ils sont assez couverts. Merci beaucoup Jean-Louis. On va passer maintenant à la rubrique suivante, le zoom sûr, avec Léa Jézéquel. Le zoom sûr avec Léa Jézéquel. Aujourd'hui, Léa, vous allez nous parler de la publication des résultats des entreprises. Exactement. Comment investir finalement sur ce type d'événement, c'est ça? Comment mettre en place un scénario d'investissement sur cette publication de résultats. À la hausse ou à la baisse d'ailleurs? Exactement. D'un côté ou de l'autre, c'est l'un des avantages des produits de bourse. Donc vous le savez tous, la publication des résultats, c'est vraiment un temps fort dans la vie des sociétés. C'est très regardé par les investisseurs.
Tout d'abord parce qu'ils font un bilan de la période écoulée, mais aussi parce que ça donne beaucoup d'informations sur les perspectives futures de l'entreprise. Donc, sur ce moment où, typiquement, il va y avoir des choses qui se passent, certains investisseurs décident d'aller amplifier ces mouvements directionnels, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Et ça, ils vont pouvoir le faire avec des produits de bourse. Donc, attention, parce que qui dit amplifier dit effet de levier. Cet effet de levier, bien sûr, il peut être favorable si l'investisseur a raison dans son scénario d'investissement, mais il peut aussi être défavorable si le scénario ne se réalise pas. C'est ce qu'appellent les gérants la surallocation tactique, en comparaison avec l'allocation stratégique, qui est plutôt long terme. La surallocation tactique, c'est prendre une surpondération pour profiter d'un événement, que ce soit publication des résultats ou autre. Pardon. Qui est plutôt court terme, donc dans ce scénario. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, quel produit choisir en fait pour investir sur ces résultats d'entreprise? Il y a plein de stratégies possibles, bien sûr. Il n'y a pas un produit qui, dans l'absolu, est mieux qu'un autre, mais il y a quand même des grandes lignes directrices à avoir en tête. Typiquement, si le titre varie beaucoup, on va dire que c'est les varants qui sont en dehors de la monnaie qui vont pouvoir présenter les performances les plus importantes. Mais attention, parce que ces produits-là ont un fort impact de la volatilité implicite. Or, cette volatilité implicite, elle va beaucoup bouger quand il y a des résultats. Et ces variations de volatilité peuvent être, elles aussi, favorables ou défavorables à la valorisation du varant. Pourquoi? Parce que si, par exemple, les résultats sont très bons d'une entreprise, la volatilité implicite, qui est finalement est la mesure de l'incertitude sur une valeur, va avoir tendance à beaucoup baisser, puisque on est content, les résultats sont bons, ça diminue. D'ailleurs, c'est paradoxal, parce que l'action peut monter très fortement, mais la volatilité peut baisser. Exactement. Et cette baisse de volatilité, en fait, elle est très défavorable pour le varant, que ce soit un call ou un put. Donc attention à cet effet, en fait, qui va pouvoir contrebalancer le bon côté. Par contre, si on est sur des résultats qui sont décevants ou des perspectives qui vont inquiéter les marchés, là, on va avoir une hausse de la volatilité implicite liée à cette publication de résultats qui, elle, va être très favorable à la valorisation du varant. Voilà, c'est pour... Donc si vous êtes positionné à la baisse, vous êtes en train de nous dire que si on est positionné à la baisse et qu'on a raison, que l'action descend, en plus de cela, il peut y avoir un impact favorable d'une montée de la volatilité. Voilà, tout à fait. Donc le double effet... Exactement. Chewing-gum, qui se coule. Qui se coule, oui. Comme on dit dans la publicité, pardon. Oui, donc finalement, on peut arriver à la conclusion de dire qu'un varant va être plus intéressant à mettre en place lorsqu'on est sur une anticipation baissière liée à une augmentation de la volatilité que sur une anticipation haussière où la volatilité va venir contrebalancer l'effet positif de la hausse du cours du sous-jacent. En tout cas, il faut en avoir conscience avant de se positionner à la hausse pour bénéficier d'une publication de bons résultats. Exactement. De l'autre côté, on va avoir les leverage and short qui permettent, eux, de se positionner de manière tout à fait adaptée en termes d'horizon d'investissement sur la publication des résultats, puisque là, on est sur un effet de levier fixe. Donc, on va venir amplifier tous les jours la performance du sous-jacent par un facteur qui, lui, est linéaire. Par contre, attention, ils sont effectivement tout à fait adaptés pour mettre en place une stratégie le jour des résultats, mais ils sont moins adaptés que d'autres produits pour détenir sur une période un peu plus longue. Donc, si vous dites, tiens, je vais mettre en place un scénario avec des produits à effet de levier au moment des résultats, mais pour autant, peut-être que finalement, je vais garder le produit un petit peu plus longtemps selon comment je réadapte mon money management. Attention avec ces produits, sur le long terme, c'est moins adapté que d'autres produits. Parce qu'en fait, la différence sur le long terme, sur un leverage short, c'est que le facteur multiplicatif par rapport à la variation en pourcentage du sous-jacent peut être différent sur le long terme. Il y a des décalages. Exactement. C'est ce qu'on appelle le bêta slippage dont on avait parlé. Il y a deux émissions. En français, le glissement du bêta. Du bêta, ou la distorsion de l'effet de levier. Je vous invite à regarder l'émission d'il y a 2 semaines pour avoir plus d'éléments sur ce phénomène. Alors du coup, c'est les turbos. On a les turbos qui sont majoritairement choisis pour mettre en place des scénarios meilleurs pour la fin, très bien. De la publication des résultats, puisque leur effet de levier va varier. Mais pour autant, on va être sur vraiment un cours du sous-jacent qui va être toujours peu ou prou le même. Le cours du produit va être toujours peu ou prou le même pour le même niveau du sous-jacent. Donc l'augmentation va être linéaire. Sur du court terme, on va rester sur un repère qui est identique. Tout à fait. Donc là, la seule vigilance à avoir, c'est de prendre une barrière qui n'est pas trop proche du cours du sous-jacent. Parce que qui dit résultat dit potentiellement volatilité importante du cours du sous-jacent. Donc attention à prendre une barrière quand même suffisamment lointaine pour ne pas être désactivé et perdre partie ou intégralité de son scénario sur un mouvement. Oui, imaginez, vous prenez position juste avant, il y a une incertitude du marché juste avant la publication, le marché descend, vous êtes knocké,
Puis après le marché remonte, exactement. Vous n'avez pas c'est pour ça qu'il faut quand même être un petit peu protecteur dans l'effet de levier choisi. Merci beaucoup Léa Jézéquel. On va passer maintenant à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe de cette rubrique dans l'émission Trade ou pas Trade. Il s'agit pour nos invités de convaincre les deux autres de la validité de leur scénario d'investissement. Ils ont 60 secondes pour le faire et les autres détermineront si, avec leur petite raquette de ping-pong verte ou rouge, ils détermineront s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer par qui? Par Dorian Abadi, meilleur taux placement. Vous allez nous parler de Schneider Electric. Exactement. Schneider, comme on dit. Exactement. Le chronomètre. Un petit temps mort, hop, 60 secondes, c'est parti, 3, 2, 1, à vous Dorian. On a récemment émis donc une recommandation à l'achat sur cette magnifique valeur qui sous-performe le CAC depuis le début de l'année. On est à moins 2% là où le CAC fait plus 10. On le voit assez nettement, graphiquement, il y a eu deux grandes phases de baisse. D'abord avec l'émergence de l'IA chinoise DeepSeek. Et ensuite avec une information selon laquelle Microsoft allait réduire ses locations de data center. Et les centres de données, c'est 25% du chiffre d'affaires de Schneider. Donc forcément, ça a contribué fortement à cette baisse, au point de nous faire revenir sur un support important, autour des 230 €. On est rentré à l'achat à 235 avec pour premier objectif les 248 et un second à 259. Ça distingue respectivement 5 et 10% de potentiel de gain et un effet de levier raisonnable à 2,30 avec un turbo. Et puis le stop en dessous du support des 210 à 212 €. Voilà, et puis plus récemment, c'est vrai qu'on a eu plusieurs recommandations positives également, notamment de Goldman Sachs et de Royal Bank of Canada qui ont rehaussé leurs objectifs sur le titre. Merci beaucoup, toujours très discipliné Dorian. Alors Nicolas, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Go, tout le monde pense que finalement Dorian dit juste, mais est-ce qu'il dit vrai? Je ne sais pas, on verra ça dans les prochaines semaines. Jean-Louis, pourquoi vous trouvez que le scénario est intéressant et... Parce qu'on a anticipé des choses assez négatives avec DeepSeek d'abord, et puis ensuite l'histoire en effet des data centers. Peut-être aller un petit peu loin parce que les besoins sont toujours là. Hein. Donc non, Schneider a toujours un bel avenir. C'est une valeur qui a beaucoup progressé, donc elle commençait à être un petit peu sensible à la moindre mauvaise nouvelle, c'est normal. Frottement, oui. Maintenant, c'est devenu une valeur incontournable. Elle ne doit pas être loin de la deuxième. Elle était deuxième capitalisation du CAC 40. Hein. C'était la deuxième pondération. Autour de 8. Donc là, c'est un petit peu, mais c'est vraiment une grosse valeur maintenant. Et c'est en effet une valeur à acheter sur un repli normal. Encore une fois, il ne faut pas que les replis soient trop importants. Il y a toujours de l'inquiétude quand on baisse énormément. C'est que c'est jamais pour rien. Quand on baisse comme ça, sur une nouvelle identifiée, en règle générale, c'est beaucoup moins dangereux pour l'investisseur d'acheter quand on sait pourquoi ça a baissé et que le repli reste raisonnable. 1% quand même, oui, pas loin. Mais par rapport à la hausse, d'accord, on ne peut pas remettre en cause oui, l'idée d'acheter. Alors, il n'y a peut-être pas le market timing, il n'y a peut-être pas, si vous voulez, le signal technique, etc. Mais pour une idée de fond, et puis après, l'idée aussi, ça peut être, je tente un achat vers 218, et puis je travaille une zone 218-245. Ça peut être ça aussi, dans l'idée d'acheter, c'est de travailler des écarts. On n'a pas parlé de la moyenne mobile, Nicolas, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, cette moyenne mobile? C'est pas un mauvais signal de se retrouver en dessous, là? Non, c'est presque dessus. C'est une moyenne mobile. J'essaie de trouver la contradiction, puisque vous êtes tous d'accord. En fait, on l'a franchi, d'ailleurs. Depuis la capture d'écran. C'est une moyenne mobile à combien, déjà? C'est une SMA 200, oui. 200, voilà. Donc la 200, elle est importante puisque c'est celle des gérants de portefeuille, en général, ceux qui détiennent longtemps les actifs. Effectivement, on est passé en dessous, mais on n'est pas passé très longtemps en dessous. Dorian dit qu'on est passé déjà au-dessus. Oui, parce que la capture d'écran date de lundi. Ah bah voilà. On est revenu, on a réintégré. Ce qui est amusant, c'est quand on regarde cette valeur, en fait, on a l'impression de voir les valeurs technologiques américaines qui ont baissé de la même façon, alors que quand on regarde les sociétés plutôt européennes, elles sont restées plutôt dans les hauts. Et en fait, effectivement, on a un très très beau support. On sent que les acheteurs sont revenus. Pour moi, c'est un bon time to market, comme on dit. Très bien, bravo. Vous avez convaincu tout le monde, Dorian. Magnifique. Alors maintenant, on va passer à Nicolas.
c'est à vous de nous parler de... Ah, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, non? Tout a été dit. On la détient aussi à long terme, et là, effectivement, les scénarios. Mais je rejoins complètement Nicolas sur le fait qu'il y a ce côté un peu valeur tech américaine en ce moment. Ouais, d'accord. Schneider. Bon, Nicolas, on va vous laisser la parole. Super microcomputer. Le chronomètre est derrière moi, va s'afficher dans quelques instants. 3, 2, 1, c'est à vous, Nicolas. Alors c'est un partenaire de Nvidia, c'est un partenaire qui a été massacré entre guillemets puisqu'elle était à 120, elle a eu des problèmes de comptabilité, donc rien à voir avec ses performances, elle a failli sortir de la côte du Nasdaq, elle a tout réintégré et au mois de février elle a publié ses chiffres, donc elle a réussi à montrer que malgré la non-publication de ses chiffres qui n'étaient pas validés par un auditeur, ils ont retrouvé un autre auditeur et les choses sont reparties. Donc pour moi elle est en dessous du niveau de toutes ces intelligences artificielles, maintenant c'est un vrai partenaire de Nvidia et ils ont doublé leur chiffre d'affaires en 1 an. On a une vraie activité intelligence artificielle qui existe. Nvidia, il faut se souvenir que c'est 20% de la totalité des revenus du S&P 500. Donc c'est pas une bulle Internet comme en 2001, c'est une vraie activité. On a des annonces dans tous les sens de tous les gouvernements qui investissent des centaines de milliards de dollars ou d'euros, même en France, là-dessus. Il ne faut pas oublier que la base de l'intelligence artificielle, c'est quand même le hardware, donc Nvidia, et ceux qui fabriquent avec eux. Donc pour moi, elle a été matraquée, elle est montée jusqu'à 60, et puis elle est redevenue. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, Dorian, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pas voulu montrer votre raquette? Si. Tout le monde est d'accord, encore une fois. Bon, on va fermer l'émission. Oui, mais non, mais c'est d'accord. C'est le même secteur. Enfin, pas très intéressant. C'est le même secteur par effet collatéraux. Donc, en effet, elle a beaucoup baissé. En effet, elle a stabilisé, elle s'est stabilisée et elle amorce un petit rebond. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une indication. Bon, mais je laisse passer. On a l'impression qu'on oublie assez vite cette histoire de compte, quand même. Je laisse passer l'orage, et puis je peux commencer peut-être. C'est pas anodin, le fait qu'une entreprise soit sur le point d'être expulsée d'un exchange. C'est le commissaire aux comptes qui n'a pas voulu valider les comptes, donc ils ont dû trouver un autre commissaire aux comptes. Mais à partir du moment où ils ont trouvé un autre commissaire, ils sont rentrés dans la réglementation du Nasdaq. On peut se dire qu'effectivement, on a souvent des doutes quand ça s'est passé dans l'histoire. Les sociétés en général sont sorties de la cote. On est allé même jusqu'à Madoff, qui était validé jusqu'au jour où ils l'ont plus validé. Enfin, voilà, on a découvert beaucoup de choses. Mais là, pour le coup, cette valeur-là, on a revalidé, donc elle a perdu de la valeur, pas à cause de ses chiffres d'affaires, mais à cause de cette information comptable. C'est pour ça qu'elle est en dessous. Quand on a compris qu'ils allaient reposter des bons résultats, on est passé de 30 à 65 en 5-6 jours, donc ça a été assez rapide. Puis est arrivée la baisse de l'ensemble des indices, donc elle a été victime de cette baisse de l'ensemble de ces indices. Le 8 mai, on a la parution des résultats, donc les prochains résultats d'entreprise, et d'ici là, pour moi, il y a beaucoup de recommandations aux alentours des 60-70 $ sur cette valeur et beaucoup qui reprennent cette valeur en recommandation. Très bien. Et alors l'invalidation, mais Dorian n'a pas donné son avis avant. En général, c'est le genre de configuration qu'on aime bien. Alors c'est vrai qu'on est sur une émission très techno parce que finalement les 3 valeurs, sans se concerter, sont quand même liées au centre de données et à l'IA. Je suis positif sur le long terme, notamment sur Nvidia, malgré la volatilité qu'il y a eu récemment. Donc des sous-traitants ou du moins des partenaires comme Supermicro, avec quelques prises de bénéfices récentes, ça peut être intéressant. Surtout pour des configurations de court terme où on va peut-être aller chercher 8-10% sur la valeur. À quel niveau vous sortez, vous, Nicolas? On a mis un stop ici à 25. D'accord. Donc si on repasse sous les 25, signal de c'est qu'on a un vrai prudence, on va dire. Ouais, on a une vraie mauvaise nouvelle. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer à la valeur suivante. Jean-Louis, Cusack, Perceval Finance, vous allez nous parler de AMD. Oui. Advanced Micro Device. On parle que techno aujourd'hui. L'idée, c'est d'essayer de voir du côté des valeurs qui ont baissé. Est-ce qu'il y a ou pas des opportunités, tout simplement? Survente, peut-être. Je pense que c'est le réflexe. Vous allez nous dire, attendez, parce que là, vous êtes en train de parler. Non, mais là, c'est général. La consigne, c'est 60 secondes top chrono, donc on va attendre que le chronomètre s'affiche derrière moi. Il y est maintenant, 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, AMD, elle veut se renforcer sur le marché des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle. Ça bouge beaucoup dans le secteur, voire Intel, par exemple. Bon. Là, je me suis focalisé sur plusieurs choses, surtout le niveau graphique, où il y a un support clair et net. Là, je suis revenu en semaine. Vous voyez que le titre a énormément baissé. Et par rapport à une ligne support autour des 93, là en bas, 94, il y aurait 40%, vous voyez, ça va vite, de potentiel. Bon, l'idée, c'est que
le risque me paraît faible à comparer au potentiel de gain qui est extrêmement important. Là, ils ont vendu beaucoup de cartes, ils se sont fait dévaliser. Il y a de la place entre, encore une fois, le top niveau Nvidia, etc. et les autres. Donc, le graphique suivant avec un zoom, parce que là, j'ai mis en semaine, vous voyez. Donc, il y aurait soit j'achète maintenant, soit j'achète au-dessus de 116,5. Stop. Avec... Ouais, on le saura plus tard. On a le graphique. Hein, donc, le graphique, concentrez-vous dessus, il parle de lui-même. Nicolas Dorian, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout le monde est d'accord. C'est Vous n'avez pas un peu de contradiction là? Avec quelques bémols. On commence par les bémols, Dorian. Non, on l'a longtemps eu en portefeuille, on l'a plus. D'accord, voilà, c'est un vrai bémol. Voilà, ça. un vrai bémol, ça. Mais j'aime beaucoup quand même le Vous regrettez risk-reward. finalement. Et demain, il rachète. Vous l'avez plus parce qu'elle est. Parce qu'on a elle atteint était notre objectif, Ah, d'accord. tout simplement. Mais c'est vrai que Parce que vous avez acheté tout en haut et que. alors, on l'a sorti en gare. Ouais, on l'a plus depuis hier. mais en revanche, c'est vrai que le risk-reward, c'est-à-dire le rapport entre le potentiel de gain et de perte qu'évoquait Jean-Louis est intéressant. C'est-à-dire qu'on achèterait en l'occurrence véritablement un support, un plus bas, avec un stop très serré et de souvenirs. Tu évoquais 25, peut-être 30% de potentiel de gain. Donc la configuration est intéressante à creuser. Moi, je regarde juste les plus hauts et les plus bas, c'est quand même assez impressionnant. 220, 90, ça fait mal. Ouais, c'est dur. Hein. Ça fait mal. Ça peut être un bémol aussi. Ça peut être un bémol aussi. C'est très volatile. Hein, de toute façon. On parlait tout à l'heure, attention, quand il y a des grandes baisses, c'est que On est dans quelque une chose période derrière. de stock picking, on cherche des dossiers un peu intéressants. Peut-être que celui-ci... Alors après, c'est des entreprises qui ont plus de volatilité implicite, donc c'est peut-être plus normal d'avoir des grands mouvements. Dans les grandes baisses, là, je parlais notamment de mouvements violents, rapides, etc. Par exemple, tout à l'heure, Schneider, il y a eu des mouvements violents avec des gaps. Sur des périodes court terme, là, on est On pouvait se dire au départ, je vais réserver ma position, enfin, je ne vais pas acheter tout de suite. Là, l'acheter sur cette phase de stabilisation, comme l'a proposé Dorian, c'était mieux, c'est moins risqué. Voilà, les nouvelles sont digérées, on sait de quoi on parle, on n'est pas dans l'émotionnel, voilà. Là, AMD, c'est un peu la même chose, je pense. Il y a eu peut-être un peu d'euphorie, il y a eu certaines peut-être complaisance de beaucoup d'acteurs du marché. Voilà, et regardez ce qui s'est passé sur Intel, elle a quand même... bien boosté, c'est un secteur qui est en mutation, qui bouge beaucoup, il y a des rapprochements, des rumeurs. Et là, en fait, il y a pas mal de... Dans le pipeline, il y a pas mal de choses favorables pour AMD. Donc, je trouve que il y a de bonnes choses sur le plan fondamental, potentiellement, et sur le plan technique. Bah, écoutez, encore une fois, il y a une zone support autour des 100. Et sinon... eh bien, à ce moment-là, si on attend le market timing, c'est peut-être d'acheter au-delà de 116,5 pour aller viser. D'accord. Même moi, j'irais chercher directement 145. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur l'impact des fortes hausses qui sont généralement le fruit de quelque chose qu'il faut craindre. Là, en l'occurrence, la baisse est très forte. On sait pourquoi, et puis elle est sur le long terme aussi. Voilà, c'est ça. Bien elle a évidemment. été construite petit à petit. Très bien. Il y a aussi un autre élément qui est important à noter. Ce sont les droits de douane qui sont en train d'être mis en place. Et donc... Les Américains favorisent les sociétés en intérieur. Donc TSMC, qui est le plus gros fabricant de semi-conducteurs au monde, qui est à Taïwan, s'est engagé à investir 100 milliards de dollars aux États-Unis pour éviter d'avoir des droits de douane à l'import, alors que AMD est déjà à l'intérieur. Donc c'est ce qui a boosté un petit peu Intel aussi, qui fait que ils sont en train de regarder s'ils ne vont pas acheter en intérieur quelque chose qui leur permet d'éviter ces droits de douane, de fabriquer en intérieur ou bien de fabriquer des nouvelles usines. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc sur 3 dossiers, c'est 3 réussites, bravo. Très bon choix donc. En même temps, c'est le même secteur. Très sectoriel. Ouais, c'est un bon moment. Les mêmes nouvelles arrivent aux mêmes conclusions finalement. Les marchés sont bien descendus, donc on trouve des opportunités plus facilement. C'est ça. Merci infiniment messieurs. On va passer à la rubrique à vos marques. La rubrique à vos marques, le quiz avec Léa Gézéquiel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Aujourd'hui, le sujet c'est l'or, la relique barbare. Ouf, 3000, c'est magnifique. Mathieu Lebrun n'est pas là pour non, effectivement, j'ai choisi volontairement de m'écarter de ce quiz afin que de laisser la chance le quiz ne soit chroniqueur pas, de cette émission. Exactement, très bien. Biaisé. On y va avec la première question. Quel événement économique influence souvent le prix de l'or en bourse? Les tensions géopolitiques, un changement de taux d'intérêt ou les deux? Je dirais Nicolas, mais je suis pas sûr. Moi aussi. J'ai l'impression aussi. L'impression. Je dirais les deux. Tout à fait.
Effectivement, c'était une question pour vous mettre un petit peu en jambe. Il y a effectivement une relation évidente entre l'or et les taux d'intérêt, puisque l'or est prisé quand les taux d'intérêt réels sont bas. Les taux d'intérêt, ce sont les taux d'intérêt nettés de l'inflation. Donc, les investisseurs, en fait, vont rechercher des actifs qui sont capables de faire mieux que l'inflation, ce qui rend l'or automatiquement attractif. Donc, si les banques centrales annoncent une hausse des taux d'intérêt, cela va généralement, bien sûr, faire augmenter les taux d'intérêt réels à iso-inflation, ce qui peut diminuer l'attrait de l'or. Donc on voit bien cette corrélation qui est assez directe et historique, mais attention, regardez bien les taux d'intérêt réels et non les taux d'intérêt génériques. Oui, parce qu'en ce moment, les taux sont hauts et enfin ils sont... Il y a un peu moins d'inflation. Effectivement. Il y a un an, effectivement... les taux baissent doucement. Et l'or est au plus haut et le taux d'intérêt réel est monté. Et l'or a accéléré. Bon, enfin, des problèmes géopolitiques, bien sûr. Tu as les achats massifs des banques centrales qui justifient ça. On parle de corrélation, hein, on ne parle pas de martingale, attention. Et les tensions géopolitiques, bien sûr, puisque lorsqu'il y a des conflits armés, une instabilité économique, ça génère bien sûr de la peur. Vous le savez, on le dit souvent chez Meilleur Taux Placement, que l'or est un anxiolytique financier. Alors, voilà. Refuge. Donc les événements géopolitiques jouent bien sûr un rôle crucial dans la détermination du prix de l'or. Merci beaucoup. Un point pour Nicolas. Deuxième question. Jusqu'à quel niveau historique s'est hissé l'once d'or le 14 mars 2025 en dollars? 2988,40 $, 3002,27 ou 3004,94 $. Non, avant, c'est Dorian, je pense. C'est la C. On est même à 30. Vous avez appuyé avant. Effectivement. 14, j'ai entendu 94, Même à 35. Vous appuyez avant. Effectivement, c'est 3004,94. C'est pour la première fois que l'or a passé ce cap des 3000 $ en mars. Il est redevenu une valeur encore plus refuge qu'il ne l'était avec bien sûr les tensions en Ukraine et la guerre commerciale livrée par le président américain, attirant bien sûr les investisseurs en quête de sécurité. On note aussi une volonté assez forte de diversification des réserves des banques centrales, notamment en Chine et en Russie, qui cherchent à se dédollariser en diversifiant leurs réserves et donc en achetant de l'or. Donc l'absence de rendement finalement de l'or n'est absolument pas une barrière infranchissable pour l'intérêt que les investisseurs particuliers et institutionnels lui portent. Elles sont déclarées, ces achats d'or par les banques centrales sont déclarés? Oui, et chaque année, on a les niveaux de... On peut surveiller ça. Ouais. C'est d'ailleurs assez une étonnant. publication très forte. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce sujet, alors que c'est un moteur très très fort. Et c'est une belle transition avec la prochaine question. On en a fait un hier. N'en disons pas plus, mais très jolie transition. Un point pour Dorian, un point pour Nicolas. Troisième question. En décembre 2024, quel pays détenait le deuxième plus important stock d'or après les États-Unis? S'agissait-il de l'Allemagne, la Chine ou la Russie? Dorian. C'est l'Allemagne. Tout à fait. Vous êtes spécialiste de l'Allemagne, Dorian. Donc vous le savez, les banques centrales, elles achètent de l'or pour réduire leur dépendance au dollar, pour renforcer leur monnaie et pour lutter contre l'inflation. Le top 6 aujourd'hui des pays détenteurs d'or, donc c'est les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Russie et la Chine. Et il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, en fait, ces banques centrales, elles vont renforcer leurs réserves d'or en présence, notamment en ce moment, en fait, d'une crainte que la dette américaine ne puisse être soutenable dans le temps. Donc ça va vraiment renforcer cette volonté de se dédollariser et une certaine défiance finalement contre le dollar comme monnaie internationale à long terme. Très intéressant. Alors, 2 points pour Dorian, 1 point pour Nicolas. Quatrième question. Quel est le poids estimé actuel des réserves d'or de Fort Knox selon les récentes controverses? S'agit-il de 4176 tonnes, 5284 ou 6131? Encore Dorian. C'est la C. Non. C'est la A. Oui, très bien Nicolas. Vous êtes très en forme. Non, ils disaient 8100. Ils ont 8800 et divisé par 2. Ils ont dit, je ne savais pas qu'ils avaient divisé par 2. Ah oui, il manque un petit morceau alors. Je comprends pas. Ah ouais, tout à fait. À Fort Knox, juste à Fort Knox, il y a la moitié de la réserve américaine d'or. Ah d'accord. Voilà. Et les réserves américaines d'or, c'est 8800 tonnes. D'accord, ok, très bien. Et il y avait d'ailleurs un sujet, c'est qu'on a demandé, il y a un site internet qui a poussé un peu Elon Musk en disant bah écoute, il faudrait vérifier parce que normalement les réserves d'or doivent être vérifiées tous les ans et apparemment on l'a pas vu depuis 1974. Exactement. En fait, il y a une donc ils se sont dit est-ce qu'on a toujours autant d'or ou pas? Mais effectivement, il y a eu. Donc déjà, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Fort Knox, alors c'est souvent une expression de dire. Oui.
Mais c'est un vrai fort et... C'est un vrai fort. C'est une installation militaire américaine au Kentucky qui est connue pour abriter en fait une structure capable de résister à n'importe quel type d'attaque et protéger les biens précieux des États-Unis. Et elle contient la majeure partie des réserves du pays, mais effectivement pas toutes, un peu plus de la moitié. Et il y a une très récente controverse où Donald Trump et Elon Musk ont exprimé des doutes sur le fait que l'or soit bien ou pas à Fort Knox, réveillant quelques vieilles controverses. Et donc, effectivement, la tendance serait à plus de lisibilité. On parle même de faire un live depuis Fort Knox pour vérifier que l'or ouvrir la porte et bien à l'intérieur. Voilà. Les 4176 tonnes, quand même. Moi, j'ai hâte de voir ça. Donc, on parle beaucoup de Fort Knox en ce moment. Très bien. Donc, 2 partout, c'est ça Ici. Oui. 5e et dernière question, Jean-Louis. Jean-Louis. Mais celle-là, je ne savais pas. D'accord. Les aux autres, joueurs. vous êtes juste abstenus. Très bien, 5e question. Puis-je m'exposer à l'or via des produits de bourse, oui ou non? Bon, là, j'appuie. Jean-Louis, vous rigolez, mais faut... Non, j'appuie pas, là. Faut gagner, là. Non, c'est long. C'est un quiz. Soit vous voulez gagner, soit vous voulez pas gagner. Visiblement, vous n'avez pas envie de gagner. Ici. Oui, Dorian, oui. Bien Bravo. Merci. Très bonne question. Très bonne réponse. Alors, effectivement, avec les produits de bourse, vous pouvez vous exposer à l'or, mais attention quand même à certains éléments, donc que ce soit des éléments particulièrement dangereux, mais il faut quand même prêter toujours attention bien à ce qu'on achète. Quand vous achetez un produit de bourse sur l'or, regardez si votre produit est quanto ou non. Est-ce qu'il est immunisé contre le risque de change euro-dollar ou pas? Regardez aussi si vous êtes adossé à l'or physique ou au futur sur l'or, parce que c'est pas exactement la même référence. Contrat à terme, donc. Ouais. Tout à fait. Et aussi, bien sûr, tout type de scénarios sont possibles pour investir sur l'or. Effet de levier, couverture. Voilà, hausse, baisse, avec tracker. sans effet de levier, juste on suit l'actif, ou alors des scénarios alternatifs pour mettre en place des stratégies afin d'optimiser le couple rendement-risque quand il n'y a pas beaucoup de mouvements sur l'or. Merci beaucoup Léa Jézéquel. Dorian, bravo pour cette victoire magnifique. Franchement... Il faut rappeler Jean-Louis, je suis désolé. Ah, mais j'ai pas appuyé, ça a permis Quelle est la partage comme ça. La polémique de la semaine pour Jean-Louis, c'est on vous a volé finalement la première réponse, c'est ça? Non, je vous taquine. Vous ferez mieux la prochaine fois, évidemment. On vous attend au tournant, évidemment. Merci infiniment Jean-Louis Cussac, merci Nicolas Steiner, merci Dorian Badi, merci Léa Jézéquel. Rendez-vous la prochaine fois. Si vous aimez cette émission, dites-le autour de vous et à bientôt.